Que peut-on encore raconter avec Lucky Luke? Le cow-boy imaginé par Maurice Goscinny fêtera ses 80 ans en 2026 et compte à ce jour plus de 80 tomes. Pourtant, il n'est toujours pas à la retraite, malgré la disparition successive de ces deux auteurs. D'abord reprise en 2002 par HD, la série s'est enrichie de la collection des Lucky Luke vue par une ribambelle d'auteurs de renom, dont Mathieu Bonhomme, dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est de voir comment il s'est réapproprié la série, du traitement des personnages au choix graphique, en passant par les thématiques abordées. Mais avant, contexte. Avant Lucky Luke, Mathieu Bonhomme a déjà signé un western, le diptyque Texas Cowboy avec Lewis Trondheim au scénario. Principale différence entre les deux BD, le héros de Texas Cowboy est un reporter qui livre ce qu'il vit, sous forme de feuilleton, alors que Lucky Luke est pleinement acteur, comme dans un long métrage, avec un début, un milieu et une fin. Bref, fort de cette expérience et grâce à ses contacts, Mathieu Bonhomme a finalement obtenu les droits pour réaliser un premier album, en 2016, URF, spécialement pour les 70 ans de la série. Cette fois-ci, il était son propre scénariste, en plus d'être déjà dessinateur, coloriste, lettreur et tutti quanti. Son objectif était de rendre hommage à cette BD qui l'accompagne depuis l'enfance. Quand quelqu'un reprend une série, il a trois options. La fidélité absolue à l'œuvre, quitte à sombrer dans le fanservice, la parodier, ou bien partir sur un ton plus réaliste. Mathieu Bonhomme a opté pour un ton plus réaliste, car plus adapté à son style graphique et ses envies, malgré les difficultés que ça représente. Lucky Luke, c'est une BD très codifiée. Chaque album est une histoire indépendante en 48 cc. Avec son début, Lucky Luke arrive dans un nouvel endroit et l'action se déclenche aussitôt. Grâce à son habileté au tir, son ingéniosité et la bêtise de ses antagonistes, il parvient à chaque fois à s'en sortir, sans trop de difficultés. Jusqu'à la conclusion, qui reste toujours la même. Si Astérix a droit à son banquet, dans son village, entouré de ses amis, Lucky Luke, lui, nous tourne le dos et s'en va seul, vers de nouveaux horizons. Ainsi, pour faire un Lucky Luke plus réaliste, plusieurs difficultés se posent, parmi elles. Comment créer un enjeu scénaristique quand le héros tire plus vite que son ombre, le rendant presque invulnérable? Quel protagoniste de la série faire apparaître? Comment doser la part d'humour quand l'essence de Lucky Luke est d'être une parodie du western et de la conquête de l'Ouest? Pour répondre à ces questions, et à tout plein d'autres, Mathieu Bonhomme a dû faire des choix. Les vulnérabilités de Lucky Luke n'ont été que très peu montrées dans la série. Je n'ai souvenir que de la confrontation avec Matt Dalton, ainsi que cet échange avec le psy dans la guérison des Dalton. Et justement, Mathieu Bonhomme a eu pour parti pris d'approfondir la psychologie de Lucky Luke, notamment sur son rapport avec la mort et la cigarette. Si dans les premiers albums, Lucky Luke ne se gênait pas pour tuer, comme tout bon héros de western, au fil du temps, ses auteurs ont décidé qu'il cesse, favorisant le bagne au bal. On pourrait tuer maintenant, surtout maintenant, on pourrait tuer des héros, ça se fait beaucoup. Mais pour nous, c'est devenu un jeu, justement, c'est devenu un jeu de ne pas les tuer. Parce que ça nous évite de trouver la solution facile, qui serait à la fin le méchant est tué. Alors, on doit toujours chercher comment s'en sortir par un gag. Ça nous permet en plus de conserver en vie des personnages qui peuvent toujours être utiles, c'est notre petit stock, ça. Pour la cigarette, c'était moins évident. C'est suite à une adaptation en dessin animé dans les années 80 qu'elle s'est vue remplacée par une brindille. Cette modification du personnage, survenue sans véritable explication dans la série, a été suffisamment troublante pour qu'elle donne lieu à cette séquence. Parlons de l'évolution de Lucky Luke. Oui. Il arrête de fumer en 84. Or, quand vous dessinez pour nous ici sur notre plateau, il a une cigarette. C'est un petit je suis très distrait. Il m'arrive encore que par distraction, je lui mets sa cigarette. Ça vous a un petit peu embêté de lui enlever sa cigarette? Absolument, parce que ça faisait partie des clichés que j'essaye de parodier dans ma bande, voyez-vous. J'étais réellement embêté, mais enfin... c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé à Genève m'a donné une belle médaille pour me récompenser. Toutes ces modifications, par la suite, sont devenues immuables, au point que l'éditeur a formellement interdit à Mathieu Bonhomme de représenter le cow-boy en train de tuer ou de fumer, ce qui a poussé l'auteur à se jouer de ces interdits, comme on va le voir. L'humour est beaucoup plus diffus, les animaux ne parlent pas et ne brisent pas le quatrième mur, les fameux mots macabres à l'entrée des villes ont disparu. Il faut aussi noter l'absence des Dalton et de Rantanplan, les personnages par lesquels provenait la majorité des gags, etc. Puisque l'auteur ne pouvait pas faire fumer Lucky Luke, il a tout de même imaginé addict au tabac, essayant à plusieurs reprises de combler son manque à la manière d'un running gag. Côté choix formel, Mathieu Bonhomme est resté sur son style semi-réaliste. Il exagère moins les traits de ses personnages, ce qui limite les caricatures, contrairement à Maurice qui aimait en glisser ça et là. À l'exception de l'usage des trames, il reprend les mêmes principes de mise en couleur, avec une palette très limitée et en aplat, parfois simplement bichrome. L'idée étant de favoriser la lecture d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, bref, faire au plus fonctionnel. Côté cadrage, Mathieu Bonhomme a repris les points de vue quasi axionométriques chers à Maurice, pour montrer l'entièreté d'une scène et savoir qui fait quoi, qui est où. Il a aussi repris les chants contre chants pendant les duels, pour insister sur la dualité des personnages, justement, et la montée en tension. Un de ses ajouts notables, ce sont les points de vue en plongée et contre-plongée dans de grandes bandes horizontales. Bref, il y aurait encore 15 tonnes de choses à ajouter, mais cela ne nous dit pas... Le ton est posé dès la couverture, bien plus sombre et fourni en détail que les albums habituels. La première page semble lui répondre, car on passe du Lucky Luke sur le point de dégainer un coup de feu, et son corps gisant dans une ruelle. Quelqu'un caché dans la foule vient de lui tirer dans le dos, l'image est très forte, et tout de suite, une question se pose. Comment l'homme qui tire plus vite que son nom a pu se faire avoir? Pour savoir comment c'est arrivé, on a le droit dès la page suivante à un flashback quelques jours plus tôt. Ça a beau être une entrée en matière assez classique, lors de ma première lecture j'étais happé.
et j'ai tout lu d'une traite pour avoir l'explication. Dans cet album, Mathieu Bonhomme a voulu raconter comment Lucky Luke a cessé de fumer. Il a situé son histoire à Froggy Town, une ville minière tenue par la famille Bone. Quand Lucky Luke y fait une halte, sa réputation le précède. Les habitants l'implorent de retrouver l'or qui leur a été dérobé une semaine plus tôt. En bon héros désintéressé, il accepte et fait équipe avec Doc Wednesday, compliqué à dire, un justicier déchu. Son teint délavé, ses quintes de toux régulières dues à ses addictions et sa gloire passée en font l'exact opposé de Lucky Luke, qui lui est à son prime, comme disent les jeunes. Il y aura continuellement une comparaison entre les deux, Doc Wednesday incarnant le destin qui attend Lucky Luke s'il ne se fait pas descendre avant. Je n'ai pas envie d'en dire plus car l'histoire vaut vraiment le coup d'être lue et la raison qui pousse Lucky Luke à cesser de fumer est vraiment bien trouvée. Une chose particulièrement appréciable dans cet album, c'est qu'à l'exception de Lucky Luke, de Laura Legs et du Croque-Mort en arrière-plan, il n'y a que des personnages originaux, ce qui offre plus de liberté quant à leur développement et évite les incohérences. Après le succès du premier album, qui s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires, Mathieu Bonhomme réalise une nouvelle histoire en 2021, Wanted Lucky Luke. Dans cet opus, l'auteur se focalise encore plus sur la notoriété du héros. Scénaristiquement, cela se traduit par un avis de recherche qui est émis à son encontre. Le héros sans peur et sans reproche se retrouve soudain dans la situation des truands qu'il traque habituellement. À ceux qui veulent sa peau pour la gloire ou pour la vengeance, s'ajoutent ceux voulant juste sa prime. Se sachant traquer, il reste tout de même un justicier et secourt 3 sœurs en détresse qui veulent vendre leur troupeau. Pendant un temps, le justicier redevient un simple cow-boy. Pour parvenir à leur objectif, il leur faut traverser un désert en plein territoire Apache. À l'issue de ce périple, le cheptel est décimé. La prime de Lucky Luke représente alors pour les 3 sœurs le seul moyen de se renflouer. Le climax survient lorsqu'ils atteignent la ville déserte de Liberty et tombent sur la bande de Joss Jamon, suivi des Apaches et de la cavalerie américaine. Face à un Lucky Luke entravé et désarmé, c'est au premier qui arrivera à mettre la main dessus. La particularité de cet album par rapport au précédent, c'est qu'il implique bien plus de personnages de la série de Maurice et Goscinny. Il y a Joss Jamon et sa bande, Fil de Fer, ou plutôt Bras de Fer, sa copie conforme, Patronimo, le chef des Apaches, et un cousin de cousin d'Alton. Un détail qui n'est pas des moindres, Lucky Luke a dorénavant une brindille à la bouche. Je trouve que ça décrédibilise beaucoup. Certaines scénettes montrent même que l'auteur en a conscience. Après, c'est quand même contrebalancé par ce genre de réplique, sur ce qu'implique de tirer plus vite que son ombre. À elle seule, cette remarque justifierait d'être développée dans un 3e tome. Bref, l'album se tient mais ne bénéficie pas de l'effet de nouveauté du premier et d'une intrigue aussi prenante. Lucky Luke n'est pas le seul classique à avoir eu droit à une reprise de qualité. Parmi elles me viennent en tête le Blake et Mortimer de Flock et le premier Corto Maltese de Vives et Kenehan. Ces auteurs connaissent la série qu'ils reprennent et ont su apporter leur propre touche. Par exemple, côté format et composition, Flock nous évite le côté des fois étouffant des Blake et Mortimer originaux, en choisissant une forte réduction du nombre de cases par page, des mises en scène moins saturées de détails et une pagination plus importante. Le tracé épais, peu commun, a dû participer à ce choix. Niveau histoire, c'est du Blake et Mortimer pur jus, avec un Ulrich qui fait du Ulrich, une enquête avec son lot de fausses pistes, les enjeux induits par une arme telle que l'espadon, et des références à la marque jaune. Grâce à ces choix formels plus digestes, un scénario en apparence classique de Blake et Mortimer devient plus agréable à suivre pour un lecteur, jeune ou occasionnel, et peut constituer une bonne porte d'entrée. Pour le cas de Vives et Kenehan, leur Corto Maltese est tout simplement changé d'époque, passant du début du XXe au tout début du XXIe. Et on s'y habitue vite, Corto étant avant tout un spectateur de son époque, tout en évitant soigneusement d'être pris dans ses engrenages. Côté formel, existent les cartouches, les strips en 3 bandes plutôt que 4. Il y a aussi l'ajout de pleines pages de transition entre les différents endroits qui sont parcourus. Les dialogues, sans être simplistes, vont à l'essentiel. Le dessin léger, parfois proche de l'esquisse de Vives, s'accorde bien avec l'esprit de liberté de Corto Maltese. Bien entendu, ce sont loin d'être les seules bonnes reprises, seulement celles qui m'ont le plus plu au moment où j'ai écrit ce script. Vous avez maintenant l'espace commentaire pour compléter cette liste. Merci d'avoir visionnagé.